Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir à cette conférence. Et surtout, merci à Nicolas qui va intervenir sur un sujet d'actualité dans le digital qui nous concerne tous, donc la cybersécurité. Pour le présenter un petit peu, Nicolas est fondateur de l'agence Stratency qui accompagne des entreprises dans leur transformation numérique à travers du conseil, de l'accompagnement et aussi de la production. Et à savoir que Nicolas lutte également à travers Stratency à produire du digital éco-responsable dans cette lutte actuelle pour l'environnement. Donc voilà, en quelques mots, je vais vous laisser commencer la conférence, si vous le Hmm. voulez bien. En tout cas, merci de l'invitation. La présentation était plutôt très bonne de ma société. Juste, on le dit juste en français. J'essaie de rester français, stratégie, mais ça, tout le monde me change. Donc moi, la société a 5 ans, a 5 formations numériques sur tous les sujets liés euh, au numérique au sens large, dont la cybersécurité. Et aussi tout ce qui est au niveau de l'éco-responsabilité, parce qu'on parle aussi beaucoup d'éco-conception, de Green IT, etc. de plus en plus, et on le met dedans. Donc pour nous, il faut que les solutions qu'on déploie chez nos clients les conviennent parfaitement, euh, qu'elles soient éco-responsables le plus possible, et aussi qu'elles soient sécurisées au maximum pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Euh, donc, euh, bon, juste dans les règles un petit peu du partage de la conférence, n'hésitez pas à intervenir. De toute façon, je vais vous faire intervenir. Voilà, il faut que ce soit un échange assez libre. Je suis assez content de voir des têtes parce que euh, c'est assez rare que les caméras soient allumées sur des sujets comme ça, donc c'est plutôt hyper agréable. Donc n'hésitez pas à intervenir, hein, je suis assez friand des échanges et des retours. Euh, le document que je vous partage, que je vous partage là, je vous le diffuserai, et puis de toute façon, je crois que c'est enregistré, donc vous pourrez le retrouver. Et je vous communiquerai tout ça pour que vous ayez tout. Il n'y a rien de confidentiel. On va démarrer. J'espère que ça va marcher. Si on entend le son. C'est bon, vous entendez le Puis, son? on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a Bien des entendu. postes PSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus. Encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs imprudents. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Alors, cette vidéo date de 1947. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça, première écoute de cette vidéo-là? N'hésitez pas à réagir. C'est un peu le monde actuel. Oui, tout à fait, tout à fait.
Il y a eu beaucoup de, enfin, sur cette vidéo, sur cette histoire de cette vidéo qui a été faite par René Barjavel, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait est-ce qu'elle était vraie, etc. Mais elle date bien de 1947, donc elle était assez précurseur et de ce qui allait arriver. Il y a eu aussi, voilà, après on peut parler aussi du livre 1984 de George Orwell avec l'histoire de Big Brother, etc. Mais on voit qu'on est arrivé vers ce monde actuellement. Et euh, j'ai perdu ma souris, voilà. Et en fait, on voit qu'il y a de nouveaux enjeux depuis quelques temps. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir de nouvelles vulnérabilités. Vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé en 1 minute sur Internet en 2021. Vous aviez en même temps 28 000 abonnés en ligne. Vous avez 695 000 stories partagées sur Insta, 9 132 de connexions de fait sur LinkedIn, 69 millions de messages envoyés sur WhatsApp et Messenger, etc., etc. Vous avez même 1,36 million d'euros de dépensés en ligne en 1 minute, hein, je parle. Donc en fait, c'est important de voir ça parce que derrière, pour moi, il y a un enjeu particulier sur ce sujet-là parce que vous allez avoir de nouveaux liens de piratage euh, nouvelles vulnérabilités pour tous les pirates. Vous verrez, enfin non, vous ne verrez pas parce que j'en parle pas, mais il est assez facile de faire de l'ingénierie sociale, je reviendrai sur ce mot après, via du LinkedIn, via de l'Instagram, pour récupérer des données personnelles, pour récupérer un mot de passe et pour après aller pirater la personne et usurper son identité. Pareil, 1,36 million d'euros dépensés en ligne en 1 minute. Imaginez si on arrive à pirater les bons sites e-commerce comme Amazon, par exemple. Imaginez ce que vous pouvez récolter en 1 minute le temps que vous soyez détecté. Donc, il y a tous ces sujets-là, qui sont à bien prendre en compte. J'ai une petite question à vous poser. La crise sanitaire a augmenté le nombre de cyberattaques de combien de pourcents pour vous? 200? 200? Ah, j'ai des commentaires qui arrivent dans le chat. J'ai 200, 200, 200. OK. Donc, le nombre de cyberattaques. Ah, pardon, j'ai été trop vite. Parce que j'ai pas j'ai le truc devant. Donc, ça a augmenté de 400% depuis la crise sanitaire. Pourquoi, à votre avis? Peut-être parce que les gens restaient plus chez eux et consommaient plus je sais pas, peut-être de streaming, de e-commerce, Mm. C'est exactement ça, c'est le fait du télétravail a fait développer des nouvelles pratiques, les gens étaient plus sur Internet, les gens aussi utilisaient de plus en plus d'outils qui n'étaient peut-être pas assez sécurisés et donc c'était beaucoup plus facile pour un hacker d'aller pirater. Et on a vu forcément aussi le développement du numérique parce que les gens n'avaient peut-être pas de PC chez eux et ils en ont eu un professionnel ou personnel qu'ils utilisaient pour le pro par rapport à voilà, et donc il y avait plus de vulnérabilité à exploiter. Quelle est la principale menace en cybersécurité? Votre réponse, L'utilisateur? utilisateur? Est-ce que vous auriez un ratio comme ça, une idée du combien de pourcentage l'utilisateur, de quel pourcentage est-il une menace, l'utilisateur? On a un ratio en cybersécurité sur ce sujet-là. C'est quoi? C'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%? Est-ce que vous avez une idée? 80%, non? À la base, on disait 90%, les 80%, les derniers chiffres montrent que 90% de toutes les brèches de sécurité sont causées par une erreur humaine. Donc une erreur humaine, c'est un clic, un mauvais clic, etc., etc. Donc c'est quand même assez énorme, hein. Donc c'est pour ça que je vais insister par la suite sur le fait qu'il va falloir sensibiliser les utilisateurs. D'où aussi mon intérêt à aller sensibiliser les gens, à aller faire des conférences sur ce sujet-là, comme je peux le faire avec vous.
Euh, Est-ce que vous savez d'où principalement l'attaque peut-elle partir? Est-ce que c'est un mot de passe peu sécurisé, le mail, une mauvaise mise à jour? Dans le chat, les gens répondent mot de Ouais, passe, j'ai vu, j'ai mail. vu, Ah, j'ai c'est vu. bon, vous voyez? Ouais, ouais, je le lis Parfait. en même temps. Merci, merci. Ok, la bonne réponse, euh, c'est que 94% des cyberattaques se déclenchent à partir d'un mail. En fait, le mail, c'est le vecteur d'attaque le plus simple. Vous envoyez un mail, la personne clique et c'est bon, c'est parti, ça se fait automatiquement. Donc, forcément, voilà, c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de spam parce que c'est hyper facile à envoyer un mail et ça coûte aussi pas grand-chose d'envoyer un mail. Il suffit de récupérer la bonne base. La bonne base. Euh, Quel est le marché criminel le plus rentable? La cybercriminalité, la drogue ou le trafic d'armes? Forcément, cette question est assez facile. Euh, je fais pas. Il faut savoir quand même que le marché de la cybercriminalité a dépassé le marché de la drogue depuis 2007. Donc depuis 2007, il est beaucoup plus rentable d'être un hacker que d'être un vendeur de drogue ou un vendeur d'armes. Donc ça représente actuellement 6 000 milliards de dollars. D'ici fin 2021, ça a représenté ça. Donc c'est un marché qui est énorme. Donc ça, c'est le coût que ça que vont gagner nos chers hackers. Donc c'est un marché hyper rentable. J'avais été à une conférence il y a quelques années, hein, déjà ça doit remonter, c'était avant la crise du Covid, ça devait être en 2019, d'une personne qui avait travaillé dans le cabinet du Premier ministre et sur l'intelligence économique et qui avait dit, et je cite ces mots, hein, qu'il fallait être con euh, en 2019 pour aller braquer un convoyeur de fonds alors qu'il était beaucoup plus rentable et beaucoup moins risqué d'être derrière son PC et d'aller pirater les gens. Voilà, je ne veux pas lever de vocation, mais il est assez simple de devenir hacker. Euh, Après, bon, voilà, il y a des notions à apprendre parce que on voit les hackers, les jeunes hackers qui rentrent. Voilà, il y a des pratiques qui sont pas très bonnes qui peuvent faire perdre beaucoup d'argent aux piratés. Euh, les cybercriminels, eux, ciblent les entreprises de toute taille. Ça, c'est important, c'est que moi, ce que j'entends souvent sur le terrain, c'est bon, c'est les gros qui vont être piratés, moi, j'ai rien à craindre. Non, c'est pas vrai. 1 sur 4 est une PME, donc une petite et moyenne entreprise. Dans 24% des cas, les données clients sont atteintes et dans 20% des cas, les données des ventes sont volées. Et ça vaut de l'argent. Euh, la perte moyenne est d'environ 80 000 dollars. Et 33, donc un tiers des gens dépensent plus pour résoudre le problème que celle que leur a dépensé pour le prévenir. Donc ça, c'est assez important, c'est que moi, quand je vais travailler avec mes clients, qui vont me dire, OK, tu veux nous faire mettre ce système de sécurité, mais voilà ce que ça va me coûter. OK, mais moi, regarde ce que je t'empêche de perdre. J'arrive avec des données très simples à les faire réagir, c'est combien valent tes données. Donc tes données, c'est quoi une heure de coupure pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ça va représenter en termes de charge de salaire où les gens ne peuvent pas travailler. Donc 1 heure, voilà, je sais pas, si c'est 20 euros de l'heure en moyenne chez lui, il a 50 salariés, bah, il va perdre 1000 euros, 1000 euros sur 1 heure. Si à côté, en plus, il fait 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'heure, bah, il va perdre, ça veut dire en 1 heure, il va perdre à peu près 11 000 euros de direct, plus tout ce qu'on est incapable de chiffrer. Donc grâce à ça, bah, je vais lui dire, voilà, tu veux trouver le bon système, et ben voilà, ça coûte 10 000, ça t'évite de te faire perdre 11 000 euros en 1 heure. Donc l'équilibre est là, donc après c'est à lui de choisir. On est dans un système où en France, on est plutôt toujours encore un peu. Il y a 10 ans, quand j'ai attaqué la cybersécurité, on était plutôt dans on va attendre et on verra. Si ça m'arrive, j'irai, mais c'est trop tard. Donc on n'est pas dans le mieux vaut prévenir que guérir en France, mais ça commence à arriver, mais c'est pas ça.
C'est pas encore tout à fait ça. Une question, c'est comment définissez-vous le système d'information? On parle de numérique, on parle de choses, enfin, voilà, mais comment définissez-vous le système d'information? Pour vous, c'est quoi? Alors, ne soyez pas timide. J'ai aucune réponse, personne ne sait. Essayer de trouver des mots, même si c'est pas exactement ça. Oui, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le système d'information? Alors, il y a quelque chose dans le chat, hein. Est-ce que c'est pas toutes les infos au sujet d'un utilisateur ou je sais pas, peut-être de son activité, j'en sais rien. Ok, oui, en partie. Je vois le stockage d'informations, oui, en partie. L'ensemble des moyens humains et techniques qui interviennent dans les systèmes numériques, oui, aussi. En fait, quand on parle de système d'information, ça va définir tout ce qui concerne les ressources informatiques, donc tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire PC, serveur, tout ce qui tourne autour du réseau, tout ce qui est lien Internet, etc., etc. Le site web aussi va rentrer dedans. Tout ce qui est les réseaux sociaux vont rentrer dedans, tout ce qui va tourner autour de la vie de l'entreprise et qui va être connecté à l'entreprise et qui va transmettre des données. Donc vous allez avoir toute la partie données forcément, mais vous allez avoir aussi toute la partie organisation, donc toute la partie humaine, toute la partie procédure et toute la partie document. Donc quand on fait de la sécurité du système d'information, on ne protège pas que la partie serveur, que la partie poste de travail, on va aussi protéger les hommes, on va aussi protéger les données, on va aussi protéger les locaux, etc., etc. Donc c'est très large, parce que moi j'aurais bien beau mettre un bel antivirus sur un poste de travail pour éviter qu'il y ait un virus qui rentre dans le système d'information de l'entreprise. Mais si à côté de ça, il y en a un qui vient mettre les locaux viennent à brûler, ils n'ont plus de système d'information, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus travailler. Donc, parce que la cybersécurité aussi, ça peut être aussi le piratage physique, c'est-à-dire vol, sabotage, espionnage industriel, ça peut être tout un tas de choses. Et quand on parle de système d'information, on parle de tout ce qui est numérique et pas numérique. Parce qu'un papier qui sort d'une imprimante, ça reste dans le système d'information. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est très bien, vous avez des impressions, vous avez tout sécurisé, sauf que regardez, je suis passé devant l'imprimante, bah, j'ai trouvé des documents complètement confidentiels. Donc ça, c'est pareil, c'est à sécuriser. Donc quand on parle de système d'information, il faut que, en sécurité du système d'information, il faut qu'on garantisse quatre choses bien distinctes, c'est-à-dire la disponibilité, c'est-à-dire il faut que mon système d'information soit le plus souvent disponible, la confidentialité, l'intégrité aussi, il faut que les données soient toujours les bonnes, et aussi tout ce qui est preuve, etc. Donc ça, c'est quand vous avez une attaque sur le système d'information, elle va venir forcément attaquer un de ces piliers. Et donc c'est assez important parce que en fait c'est très large, c'est un domaine qui est très large et on va plutôt on va vraiment être pluridisciplinaire. Moi, quand je fais de la sécurité du système d'information, je fais autant du RH que de la protection des locaux, que de la sensibilisation des utilisateurs, que du technique, que du management, de la gestion de projet, etc., etc. Et c'est très large parce que ça va jusqu'à les réseaux sociaux. Une entrée via les réseaux sociaux d'un piratage arrive de plus en plus régulièrement. Mais voilà, ça je vous expliquerai. Donc, moi, l'idée, c'est que vous essayez de bien comprendre dans quel environnement on vit et comment on peut le combattre. Donc ça, je vais vous donner toutes les clés. Pourquoi ils s'intéressent au système d'information du monde professionnel, mais aussi personnel, parce qu'il peut y avoir des effets rebonds pour l'espionnage, pour du chantage, pour des reventes des ressources et aussi pour la monétisation de l'information. Il faut savoir qu'une base de données d'une entreprise vaut très cher. Ça vaut très cher. Ça peut être vendu, ça a toujours une valeur pour les concurrents, pour plein d'autres choses, etc. Et ça a forcément de la valeur. Vos données personnelles aussi ont de la valeur. Acheter une donnée, acheter une identité sur le dark web est hyper facile. C'est à la portée de tout le monde et pour $200, vous pouvez acheter une nouvelle identité que quelqu'un vous a récupérée. Voilà, récupérer une identité, il n'y a rien de plus simple, hein. C'est hyper simple. Vous savez forcément, je pense que c'est les cookies sur
sur les navigateurs. Il suffit de récupérer les cookies sur le poste de travail. Il y a un petit outil qui permet d'injecter sur son poste les cookies et de se reconnecter comme si vous étiez là, parce que vous avez enregistré tous vos mots de passe dans votre navigateur, vous avez enregistré tous vos mots de passe, vos cartes bleues, etc. Et là, bah, on rentre, on arrive sur votre compte mail. Dans votre compte mail, je vais dans les messages envoyés et je retrouve toutes vos pièces jointes quand vous avez transmis vos cartes d'identité, vos bulletins de salaire, vos feuilles d'impôt, votre numéro de sécurité sociale, etc. Donc c'est toujours hyper important. On vous dit toujours vider la corbeille, mais il n'y a pas que la corbeille à vider, il y a aussi tout ce qui est dans les messages envoyés. Donc, grâce à ça, bah, ils récupèrent une identité, ça leur a pris pas très longtemps, et derrière, ils vont réutiliser votre identité plusieurs fois, la revendre plusieurs fois pour 200 $. Après, bah, les conséquences pour les entreprises sont baisse d'activité en raison d'une éventuelle panne, baisse du chiffre d'affaires, atteinte à la réputation de l'entreprise. Ça, dans votre domaine, c'est assez important parce qu'après, il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer par rapport à ça parce que bah, vous allez avoir quelque chose qui a été causé, qui a été réalisé, qui a fait mal à l'entreprise. Et donc, il va falloir après bah, communiquer. De toute façon, c'est obligé au niveau de la loi, c'est dès que vous perdez les données confidentielles et personnelles, vous êtes obligé de communiquer aux gens concernés. Et puis les frais importants qui peuvent être liés à la réparation du service informatique endommagé, toutes les enquêtes judiciaires qui sont, etc., etc. Les menaces, il y en a des tonnes. Je vous ai fait le panorama. Je ferai des focus sur certains qui sont pour moi hyper importants et qui peuvent être, qui sont intéressants à décrypter. Mais voilà, je ne vais pas y rentrer dans le détail parce que ça peut être très technique, mais il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Je vais vous parler d'un premier danger, c'est le danger des Wi-Fi publics. C'est assez simple de faire des écoutes d'électronique par réseau Wi-Fi dans des Wi-Fi publics parce que c'est des données qui sont non chiffrées. Donc en fait, entre vous et la borne Wi-Fi, quelqu'un peut venir se mettre au milieu et capter ce que vous êtes en train d'écrire. Donc moi, je déconseille à mes clients, entreprises ou même mes amis de se connecter sur un réseau Wi-Fi public que vous ne connaissez pas. Il vaut mieux se connecter en partage de connexion. Et puis, il vaut mieux se connecter en partage de connexion. J'ai pu voir des tests ou voir des piratages, comment c'était fait. En fait, il n'y a rien de très compliqué à créer un réseau Wi-Fi et d'aller capter les données. Ça, c'est hyper important parce que déjà, normalement, il doit y avoir des conditions générales d'utilisation qui doivent être là. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui les lisent. Mais par exemple, il y a eu un test qui a été fait à Barcelone il y a quelques temps où les gens, en fait, ils avaient mis dans le Wi-Fi public une mention disant si vous utilisez ce réseau Wi-Fi public, vous devrez nous donner votre maison, vos femmes et enfants. Voilà. Donc ça voulait bien dire que personne ne les lisait parce que c'était, voilà, parce que personne ne les lisait. En fait, tout le monde a accepté par défaut ces conditions générales. Je l'avais fait aussi dans une conférence où j'avais fait les mêmes choses et je leur avais montré à la fin, regardez tous les gens qui ont été connectés et regardez ce que vous me devez. Donc voilà. Donc c'est un peu ces dangers des Wi-Fi publics, il faut y faire attention. Il y a aussi alors j'aurais pu changer la date parce que c'est toujours la même chose. Il y a aussi l'Internet des objets, donc l'IoT. Nicolas, Nicolas, il y avait Oui. une question dans le chat là que Ah, je n'ai pas vu. Ouais. C'était sur le Wi-Fi public. Est-ce que dans des lieux comme le train où on pense être plus en sécurité qu'ailleurs, est-ce que c'est la même règle que ce que vous venez d'énoncer ou est-ce qu'il y a Oui. des... Oui, on se Oui, oui. pose pas la question en fait. Oui. Après, maintenant, de plus en plus, quand même, dans le train, le 4G fonctionne plutôt bien. Donc, voilà, après, je le privilégierai toujours. Enfin, je le privilégierai D'accord. toujours. Après, si vous le faites, il faut le faire en connaissance de cause et dire, je fais attention, j'y vais vite et je me déconnecte vite. Il ne faut surtout pas y rester très longtemps. Parce que plus vous y restez longtemps, plus le hacker aura le temps de faire plein de choses sur votre PC. D'accord, ok. On regarde Et pas son merci. film pendant 2 heures. Oui, voilà, tout à fait. Surtout que quand on est devant le film en plein écran, on voit pas ce qui se passe derrière et l'activité qu'il y a sur son PC. Donc, comme vous le savez, le nombre d'objets connectés est en pleine expansion et leur sécurité n'est encore que très peu prise en compte.
Donc, les dispositifs au centre de l'attention depuis 2007, il y en a énormément. Les imprimantes copieurs, les véhicules, les drones, les caméras, les ampoules, les jouets, les interphones, les dispositifs médicaux, les télévisions, les pigeons aussi. Il y a des pigeons connectés, mais il n'y a pas que ça aussi, parce que vous avez les sextoys, enfin, tout un tas de choses. Et tout ça peut être piraté. C'est souvent assez simple, parce qu'il y a des sites où vous pouvez tout trouver, tout voir. En fait, vous allez vous connecter sur des sites comme Shodan qui vont vous référencer tous les objets connectés et qui sont connectés dans le monde. Et vous allez trouver une adresse IP. Et grâce à cette adresse IP, vous allez pouvoir vous connecter via un navigateur et ça vous arrivez sur une fenêtre où ça vous dit donnez-moi votre identifiant en mot de passe. En général, ça vous dit aussi la marque et le modèle de l'objet connecté. Et grâce à ça, après, vous allez sur des sites comme Google et vous tapez notice caméra, telle marque et tel modèle. Là, vous avez la notice qui est donnée et vous lisez la notice et vous trouvez le mot de passe, l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter. Parce que souvent, ces identifiants et mots de passe sont en dur. Et souvent, comme ils sont en dur, vous ne pouvez pas les changer. Donc, soit vous pouvez les changer et il faut tout de suite le faire quand vous avez des objets connectés tels quels qu'ils soient, soit il faut trouver une manière de le faire. Donc souvent, on est sur des outils qui peuvent être pas très chers, que vous allez trouver sur des sites asiatiques souvent et qui vont être très bien, mais par contre, qui ne sont pas forcément sécurisés. Donc ça, moi, c'est des choses qui me font assez peur quand même. Et pourtant, voilà, j'ai tout un tas d'objets connectés chez moi, mais il faut faire toujours attention. Il y a une autre chose, tout ce qui est autour des imprimantes connectées. Les imprimantes, elles sont toutes connectées parce qu'elles sont toutes reliées à Internet. Et grâce à ça, il est assez facile de détourner massivement des imprimantes. Et c'est ce qui a été fait par un hacker White Eye, ça veut dire qu'il est du bon côté, c'est un hacker éthique. Et voilà, il a imprimé sur 150 imprimantes connectées à travers le monde ce message que vous voyez. Il faut savoir aussi qu'en 2016 et en 2021, c'est toujours la même chose. 75% des vols de voitures ont été réalisés par moose jacking. Est-ce que vous savez quelle voiture est la plus volée actuellement en France? La Clio. Avant, c'était la Twingo. Ou la Twingo. Ou la Clio. Oui. La Clio 4, moi je dirais. Moi, j'espère que vous n'allez pas dire la 208. Non, c'est la BMW, enfin si vous en avez une, tant mieux. C'est la BMW X6. Donc pourquoi? Parce que sur Internet, vous pouvez assez facilement récupérer une télécommande qui ça vaut à peu près 200 $, qui vous permet d'ouvrir assez facilement n'importe quel BMW. Le moose jacking, c'est ça. C'est que vous pouvez acheter ça et après les voler de cette manière-là. Donc, c'est quand même la voiture la plus volée. Après, vous allez retrouver la Twingo et la Smart. Après, je ne connais pas les autres, mais voilà, c'est vraiment la voiture la plus volée. Et on voit de plus en plus arriver dans les 10 premières toutes les voitures vraiment connectées, la Tesla ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est hyper important parce que voilà, enfin, voler une Twingo ou une Smart, c'est pas que c'est plus, on va dire, de l'ancienne génération pour les voler. Mais celle-ci, voilà, on arrive sur des sujets où elles sont connectées, donc c'est facile d'aller capter la fréquence et de les voler et sans effraction. Donc c'est ça qui est aussi assez important. Les exemples de jouets. En 2016-2017, il y a eu une poupée qui s'appelait Kayla et un robot qui s'appelait Ike. Il fallait savoir qu'ils écoutaient l'enfant jusqu'à 20 mètres de distance. Et ils communiquaient avec l'enfant jusqu'à 20 mètres de distance. Et ils collectaient plein de données vocales sans qu'il y en ait l'autorisation. C'était pas nécessaire. Il les transmettait à des tiers, à des données dans des pays qui ont peu de protection sur la vie privée. Et forcément, derrière, ils balançaient des publicités à l'enfant pour faire la cible d'autres jouets. Et puis, vous avez pareil, hein, imaginez aussi des sextoys connectés, ça existe. Et je n'ose imaginer ce qu'on peut faire des données qu'on retrouve dedans. Mais ça, je vous laisserai y réfléchir.
Allez, quel est le mot de passe le plus sécurisé? Hmm. Ok, c'est C, bien entendu. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, vous ne serez pas blâmé. Alors, est-ce que vous avez ce type de mot de passe? Est-ce que vous avez tapé le 3K, 5, K minuscule, ouverture de parenthèse, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle là, qui le fait? J'essaye. Ah, c'est bien. Est-ce que les mots de passe générés par Google, ils sont bien de ce type-là? Les sécurisés de Google? Oui, oui, oui. En Donc général, oui. il faut les privilégier? Oui, il faut les privilégier. Après, je vais y revenir, hein. Bon, voilà les 10 mots de passe les plus utilisés en 2016, 2017, etc., jusqu'à 2021. On retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou etc., etc. Et en fait, vous retrouvez toujours ces mots de passe. Donc, on voit quand même que dans le monde, on n'est pas encore très, très sécurisé de ce côté-là. Et pour la partie sécurité des mots de passe, il y a 10 règles. Il y a 10 règles à savoir, c'est qu'il faut choisir un mot de passe assez long, il faut ne jamais choisir un mot de passe, un mot du langage courant, parce que par rapport à ça, vous allez pouvoir, vous allez, euh, bah, vous avez une attaque qui s'appelle l'attaque dictionnaire, donc ils ont tous les dictionnaires du monde dans une base de données et qui va injecter le mot de passe le X fois pendant quelques secondes pour pouvoir le tester. Mélanger lettres, chiffres, caractères spéciaux, majuscules, minuscules. Ne jamais utiliser des données personnelles dans les mots de passe parce que moi, je vais discuter avec vous. Je vais discuter avec vous. Au bout d'un moment, je vais commencer un petit peu à vous connaître, à connaître votre prénom, votre nom de famille forcément, mais à connaître votre âge et alors par déduction aussi votre année de naissance. Je vais aussi pouvoir, au bout d'un moment, en discutant avec vous, connaître le nom de votre chien, etc. Et grâce à ça, ça va pouvoir me donner des mots de passe que je vais pouvoir tester. Ne pas utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes. Ça, c'est aussi à faire. Donc après, la difficulté, c'est qu'il va falloir se souvenir de ces mots de passe et d'utiliser, pourquoi pas, un gestionnaire de mots de passe. Donc les gestionnaires de mots de passe, vous en avez quelques-uns qui existent. Les 3 qui sont pour l'instant référencés par l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, c'est-à-dire la haute autorité qui donne des labels. Il y a KeePass, il y a Zenipass, qui est une start-up. C'est peut-être pas le meilleur, mais bon, voilà, il existe et il est français. Et l'autre, le dernier, je ne m'en rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, c'est LogPass. LogPass qui vient juste d'être référencé par l'ANSSI. KeePass est gratuit, il est un peu rustique, un peu vieillot, mais il marche très bien. Les autres sont plus récents et voilà, conviennent plutôt bien, mais ils sont payants. Quand je dis payant, c'est 24 € par an. Donc c'est pas non plus déconnant pour avoir des mots de passe et donc ça peut vous générer des mots de passe. Ne pas communiquer son mot de passe, ça c'est hyper important. Moi, quand je fais de la sensibilisation et quand j'entends mes belles-sœurs avoir toutes le même mot de passe, ça me choque un petit peu. Mais bon, voilà, quoi, c'est assez simple de pouvoir les pirater, ne jamais se connecter sur les machines publiques. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a mis dans le chat que c'est Pépite. Pourquoi ce numéro 8? Si on pouvait m'expliquer. D'ailleurs, une petite histoire derrière ça. Est-ce qu'il y a à l'IAE des machines publiques? Ah, mot de passe numéro 8. Ah, d'accord, ok, ça marche. C'était password, oui, mais il y a mot de passe aussi, etc., etc. Bitwarden, Anaïs, oui, 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 c'est plutôt bien.
Après, c'est de l'open source. Je ne l'ai pas encore testé. Mais oui, il y a Bitwarden. Après, pour moi, il n'est pas référencé par l'ANSSI. Donc, j'ai du mal un petit peu à le pousser chez mes clients. Mais après, il est plutôt réputé et dans le monde de l'open source, il est plutôt bien vu. Il faut modifier régulièrement son mot de passe. Et puis, quelques outils pour vous aider. Les gestionnaires de mots de passe, un must pour arrêter de se prendre la tête, ça c'est ce que je vous ai dit. L'authentification à 2 facteurs, alors vous l'avez de plus en plus, il me semble, sur Google, sur tout ce qui est outils Microsoft, mais aussi sur d'autres choses, hein, sur les sites de banque, etc. Et après, vous pouvez tester, vous avez plusieurs choses pour voir si votre compte mail ou votre mot de passe est déjà tombé sur le dark web ou a déjà été piraté. Donc c'est le site Have I Been Pwned. Et vous avez aussi pour un site qui s'appelle How Secure is My Password pour vérifier combien de temps il faudrait pour pirater votre mot de passe. Et après, si vous voulez vraiment être sécurisé, il faut utiliser un VPN. Mais voilà, quoi, ça c'est un autre sujet. Si déjà vous en arrivez là, c'est plutôt bien, quoi. Voilà un petit peu les règles sur la mot de passe. Et puis voilà, je voulais vous partager ce point-là parce que je trouve la com plutôt bien et c'est un peu le cas. Alors ça a été fait, j'ai pas retrouvé l'info, mais ça a été fait aussi avec le masque dernièrement, forcément. Mais le mot de passe, c'est comme un slip, ça ne se donne pas à un inconnu, ça se change régulièrement et ça ne se laisse pas au bureau. Voilà, donc je voulais vous le partager, parce que je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Ça fait réagir. Je peux pas le mettre chez tous mes clients, parce qu'il y en a qui n'ont pas cet humour, hein, donc, mais des fois ça passe bien et ça fait réagir. Pensez-y, vous allez taper un mot de passe. Alors parlons d'ingénierie sociale. Comme je vous l'ai dit, c'est que 90% des problèmes, c'est l'utilisateur. Le risque informatique se situe entre la chaise et l'ordinateur. C'est difficile à détecter parce que celui qui est attaqué, il ne va pas s'inventer. Ça ne nécessite aucun logiciel spécifique. Et l'attaquant va utiliser le téléphone, le courrier, mail, Internet. Et ça, c'est un vrai fléau de nos jours parce que grâce à ça, il y a des techniques d'ingénierie sociale qui deviennent de plus en plus fréquentes et qui vont pousser l'utilisateur à réagir. C'est pour ça que c'est comme ça qu'est arrivé le ransomware, qui est le fléau actuellement, donc le virus rançon, qui va vous se faire passer pour un opérateur, pour quelqu'un que vous semblez connaître, et qui va vous obliger un petit peu à vous connecter sur un site ou à aller télécharger une pièce jointe. Et derrière, là, ce qui se passe, c'est que vos données sont cryptées. Vous avez 72 heures pour donner 300 €. Pour 300 € et derrière, ils vous redonneront la clé pour décrypter vos données. Les données, vous ne pouvez plus rien en faire, elles sont sous des formats qui sont illisibles. Et là, vous avez quelques heures pour le faire. Il faut savoir que toutes les rançons qui sont demandées sont des rançons qui sont payables par les gens et qui sont adaptées. Je vous invite à lire un retour d'expérience d'une entreprise qui s'appelle Manutan, donc un groupe qui s'appelle Manutan, qui n'est ni plus ni moins Papeterie Pichon, donc qui est une belle entreprise de notre territoire, qui s'est fait pirater il y a un peu plus d'un an. Et via un ransomware, et on leur a demandé, je crois que c'était plusieurs millions d'euros. Ils étaient capables de le payer, hein. Ça représentait rien pour eux, mais par principe, il ne faut pas payer les pirates parce que vous donnez de l'argent à une cause que vous ne maîtrisez pas. Pour la plupart du temps, c'est souvent des causes russes, chinoises, coréennes ou djihadistes. Donc, imaginez ce que les gens font de l'argent. Donc, il ne faut pas payer, hein. C'est comme, c'est de la négociation, etc. Donc, Manutan, ils ont mis le serveur, hein, ils ont mis plus de 3 mois à tout redémarrer, plus de 10 jours sans complètement de production, avec des gens qui sont partis en dépression par rapport à la pression de ce que ça a fait, etc., une impact assez forte. Et à la fin, pour pouvoir récupérer, il y a eu des négociations faites, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. On va utiliser l'utilisateur pour cliquer et pour mettre un virus ransomware. Il y a aussi ce qu'on appelle les arnaques au faux virement, c'est-à-dire vous envoyez une facture à un de vos clients, et là vous êtes écouté ou votre client est écouté, et là tout d'un coup, dans la minute
où il a reçu la facture, il reçoit un autre mail qui ressemble au vôtre, sauf qu'il lui dit, écoutez, on a oublié de vous dire, on a changé de RIB. Donc maintenant, merci de nous payer sur ce RIB-là. La personne, si elle ne fait pas attention, si elle ne voit pas la différence entre un mail sur le mail, elle ne va pas forcément voir elle va pas forcément voir le chose, elle va payer. C'est ce qui est arrivé aussi. Alors, par contre, là, je n'ai pas le droit de dire le nom du client, mais c'est une entreprise voilà, assez reconnue et connue du territoire qui envoie une facture à un de ses clients et qui lui dit voilà, pour que vous puissiez être livré, il faut que vous payiez et après on vous livre ce que vous avez commandé. C'est une facture de 400 000 euros. Dans la foulée, il reçoit un mail disant voilà le changement de RIB. Il ne fait pas attention, il paye les 400 000 euros sur ce RIB. Et 3 semaines, un mois après, il rappelle mon client pour lui dire écoutez, j'ai pas reçu votre commande, pourtant j'ai bien payé. Il dit non, on n'a jamais reçu le virement. Et là, voilà, ils ont vu que le gars avait reçu un faux RIB et qu'il avait perdu 400 000 euros. Donc, il y a tous ces sujets-là qui vont faire appel un peu à l'utilisateur, au fait qu'il ne va pas faire attention. Et le dernier sujet aussi qui peut être, c'est ce qu'on appelle l'attaque au président, c'est qu'en fait, il y a une personne qui va se faire passer pour le président de l'entreprise et qui va envoyer un mail à la comptable. En lui disant je suis sur une affaire, il faut que tu fasses un virement de 20 000 euros sur ce compte-là, alors 20 000 euros ou pas, ou plus, tout va dépendre de la somme de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de recherche de l'entreprise, de connaissance du dirigeant, de connaissance de la comptable et de connaissance de ce qu'ils peuvent payer. Voilà, ils vont envoyer ce mail et ils vont commencer à harceler la personne par mail, en disant il faut que tu le fasses, dépêche-toi, voilà, etc., etc. Ils vont même jusqu'à aller appeler la comptable avec la voix du dirigeant, parce que c'est un dirigeant qui est connu, qui a déjà fait des conférences comme je peux le faire, et qui ont réussi à récupérer la voix. Et grâce à ça, ils vont mettre la pression sur la personne. Souvent, le dirigeant est en vacances, ou n'est pas sur site, ou voilà, et n'est pas joignable. Donc ils ont aussi cette connaissance-là. Et ça se passe souvent les vendredis. Parce que les vendredis, les personnes sont assez pressées, veulent partir et vont gérer. Donc moi, j'ai des connaissances qui se sont fait avoir sur ces sujets-là, mais après, c'est tout un tas de process à mettre en place. Je pense qu'au-delà d'un certain seuil, voilà, c'est aussi que tout ne passe pas par mail. Voilà un petit peu ça. Et quels moyens pour se protéger? Alors, quels sont les moyens techniques pour se protéger? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez des moyens antivirus? Ouais, exact. Perdu le chat, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que l'antivirus? Le mot de passe, bien sûr, c'est le mot de passe sécurisé, complexe, avec les règles qu'on a appliquées. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? La double authentification? La double authentification aussi. Donc, les moyens techniques, il en existe des tonnes. L'antivirus, l'anti-spam, l'anti-malware, les sauvegardes, bien entendu, parce que quand vous faites attaquer sur un ransomware, si vous n'avez pas de sauvegarde, vous n'avez qu'un choix, c'est soit vous perdez toutes vos données, soit vous payez la rançon. La sauvegarde va permettre de restituer tout ça, les détections d'intrusion, ce qu'on appelle les pare-feux, mais aussi les mises à jour de systèmes d'exploitation, Windows, Mac, etc. Parce que ce qui est important, c'est que dans les mises à jour, elles ne sont pas là pour vous embêter. Elles sont là parce qu'il y a des failles qui ont été détectées, qu'il faut les mettre à jour pour combler ces failles de sécurité. Et que ça soit sur le système d'exploitation, logiciel, matériel, sur vos téléphones, etc. etc. C'est hyper important ça. On a une difficulté actuellement, c'est que les mises à jour sont un peu toutes mélangées. Vous avez des mises à jour de sécurité et des mises à jour de fonctionnalité. Les mises à jour de fonctionnalité ont une particularité, c'est qu'elles vont obliger un peu à l'obsolescence du matériel. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir faire passer vos mises à jour parce que le matériel est trop vieux, soi-disant. Et donc, vous ne pouvez pas faire vos mises à jour de sécurité. Donc, comme actuellement, on est aussi dans un moment d'éco-responsabilité, etc., ce qu'il faut savoir que c'est sur l'autre sujet de l'éco-responsabilité, ce qui pollue le plus dans le système, sur la partie numérique, ce ne sont pas le stockage des mails, c'est le device, le matériel.
parce que le matériel pour le produire, avec des produits qui viennent d'Asie, d'Ukraine, ou enfin voilà, qui viennent de loin, qui sont reconditionnés, qui sont déployés, ça vaut déjà très cher. L'usage, ça consomme aussi de l'énergie. Et derrière, le recyclage consomme aussi beaucoup d'énergie. C'est à peu près, alors je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais ça représente 60 à 70% le matériel de l'empreinte carbone du numérique. Donc, ce qui est énorme. Donc, pour moi, supprimer vos mails est un faux combat. C'est plutôt aller sur... il y a une petite coupure, je pense, là. Donc, c'est ce point-là qui est important, c'est que les mises à jour, il faut les passer. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Windows 7 n'est plus maintenu par Microsoft. Il faut basculer sur du Windows 10 ou du Windows 11, etc., etc. Je ne sais pas si je pose la question plus loin. Non. Est-ce que j'ai une petite question? Est-ce que vous pensez que Mac est plus sécurisé que Windows? Parce que je suis sûr. Oui, oui, oui. Fake news. Ok. Alors moi, ma réponse va être plutôt assez claire, plutôt assez simple, c'est je n'en sais rien. En tout cas, il y a une chose, c'est qu'ils sont moins attaqués. Actuellement, je crois que ça représente à peu près 10% du parc. 10% du parc, la partie Mac. Donc les hackers, ce qu'ils vont faire, ils vont s'attaquer plutôt à là où il y a le plus de gens. Donc ils vont pas trop s'attaquer à Mac, ils vont plutôt s'attaquer à Microsoft parce que ils auront un plus gros volume d'attaques s'ils trouvent une faille. Donc je ne sais pas si c'est plus sécurisé. En tout cas, c'est dès qu'il y a une faille qui est trouvée sur Mac, je peux vous dire qu'ils mettent très longtemps à faire une mise à jour. Contrairement à Microsoft, c'est quand il y a une faille de sécurité qui est détectée, qui est très critique, la mise à jour est faite dans la journée. Donc voilà, donc ça c'est assez important. C'est assez important à savoir. Donc c'est ce que je dis, l'importance des systèmes de mise à jour. Moi, ce que je fais attention, c'est à quoi ça sert d'avoir tous ces outils si on ne les supervise pas. Donc il faut suivre que les mises à jour se font bien, il faut contrôler aussi son trafic, web, mail, etc. Voilà, mais aussi il faut mettre en place une politique de sécurité, il faut mettre en place une charte informatique, il faut mettre en place la sensibilisation des utilisateurs. Et aussi, sur cette sensibilisation des utilisateurs, il y a tout un tas de choses à mettre en place vis-à-vis de cette sensibilisation. Et je pense que vous aussi, vous avez un rôle à jouer pour aider les entreprises à mieux communiquer, à trouver d'autres manières de communiquer, parce que faire une session de sensibilisation où on fait passer les gens 1 heure devant un PowerPoint, moi je trouve qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des sortes d'affiches à trouver, des choses comme ça. Et ça, vous avez vraiment votre rôle à être en doublon avec des gens comme nous. Voilà, puis un plan de continuité d'activité, etc., etc. Et par rapport à ça, que dit la loi? La loi, il y a une obligation générale de la sécurité du SI. Un dirigeant, il a une obligation de protéger ses salariés. Et dans protéger ses salariés, c'est autant physique que numérique. Donc, il est obligé de garantir la sécurité du SI et du système d'information. Il y a aussi un respect des droits de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, on protège les œuvres des autres. Avant, on arrivait à avoir beaucoup de logiciels piratés avec des licences piratées. Maintenant, ça n'existe quasiment plus parce qu'on est sur des systèmes d'abonnement. Enfin, le modèle économique a changé, qui est plus rentable pour Microsoft, Adobe, etc. Donc, ça devient plus compliqué de pirater. Et ça, voilà, c'est une obligation et on doit respecter la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, on doit acheter une licence pour pouvoir l'utiliser. Et il y a la contrainte légale de la loi informatique et liberté, ou plutôt du règlement général de la protection des données. Donc, ça, je pourrais vous faire une conférence entière sur le sujet pour vous expliquer ce que c'est, mais vous devez obligatoirement recueillir le consentement d'une personne pour recueillir ses données personnelles. Donc, vous l'avez, vous, sur des sujets comme des sites web, où vous avez tous ces sujets de recueil de consentement, où vous devez dire exactement ce que vous devez collecter dans les formulaires, les choses comme ça. Vous pouvez l'avoir sur tout un tas d'autres sujets, mais dès que vous faites de la collecte de données, il faut capter un consentement licite.
Et c'est à lui de donner son accord. Et vous devez prouver que vous avez eu son accord. Et c'est là aussi où il y a en ce moment un vrai échange autour de Google Analytics qui a été topé par la CNIL, donc la police des données personnelles. En France, pour l'instant, on n'aurait plus le droit en France d'utiliser Google Analytics parce que ils ne sont pas conformes à la RGPD. Donc, c'est en train de créer un gros tollé parce que les gens ne savent pas quel autre outil utiliser. Il en existe en France, mais ce ne sont pas les mêmes coûts. Après, j'ai toujours tendance à dire, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Vous aviez qu'à lire les conditions générales d'utilisation et vous le savez, quoi. Voilà, on parle de tout ce qui est outils comme Facebook, etc. Bah oui, Facebook, c'est gratuit, mais en contrepartie, vous leur donnez les données pour qu'ils s'en servent pour plein d'autres choses. Mais ça, voilà, c'est aussi la contrepartie. Existe-t-il d'autres moyens de se protéger? Oui, il y a les assurances cybersécurité qui fonctionnent très bien, qui permettent d'avoir un service de prévention au service des clients et de gestion de crise et d'assistance, et aussi de recours à des avocats pour valider les contrats avec des sous-traitants, des prestataires, des solutions dans le cloud, les mentions légales qui sont sur les sites web, les mentions légales aussi qui peuvent être aussi dans les réseaux sociaux, quand vous utilisez des réseaux sociaux d'entreprise. Voilà, tous ces sujets-là. Donc là, il faut le faire valider. C'est pas là, faut pas faire du copier-coller. C'est pas la meilleure des choses, mais voilà, il y a tout un tas de règles par rapport à ça. En conclusion, la sécurité, pour moi, c'est l'affaire de tous. C'est aussi mon enjeu de venir sensibiliser des écoles. Alors, comme la vôtre, comme je vous l'ai dit, je suis intervenant aussi à Télécom Saint-Étienne sur un projet, sur une école du numérique en dernière année, donc en Bac+5 sur la sécurité du système d'information. C'est un module qui, pour moi, arrive beaucoup trop tard. Parce que pour moi, et puis c'est qu'une petite partie, je dois former 50 élèves sur les 150 de la promo. Ça arrive trop tard parce qu'on doit être formé et sensibilisé très rapidement sur la sécurité du système d'information dès le plus jeune âge. En Australie, il y a des sensibilisations dès la primaire aux enjeux et aux risques cyber, au-delà du cyberharcèlement, mais cyber-risques, etc. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Ma femme est instite et j'ai voulu aller me confronter à des CM2, 10 ans, si je ne me trompe pas, sur les sensibiliser à la cybersécurité. J'en suis ressorti choqué, pour être transparent, mais vraiment choqué parce qu'il y a une non-sensibilisation au risque cyber. Je me suis aussi posé la question, c'est est-ce que ça vient des enfants ou est-ce que ça vient des parents? Je pense qu'aussi ça vient des parents. Ça vient aussi du corps enseignant parce qu'on leur laisse pas assez d'espace et on les forme pas assez à ces enjeux-là. Mais j'ai eu quand même assez peur et je trouve qu'il faut le faire au plus tôt pour que même moi, j'ai plus besoin de faire de conférences à votre niveau, que ça soit déjà fait avant. Moi, ça serait plutôt top parce que je trouve que c'est beaucoup trop tard. Après, ce que j'ai à donner comme conseil, on réfléchit puis on clique et non pas l'inverse. Et puis, rappelez-vous que avant, on était très embarrassé quand on perdait un portefeuille. Maintenant, si vous perdez, on vous vole votre smartphone, je pense que vous le serez tout autant parce que vous avez tout un tas de belles données dedans. Et avec votre téléphone, on peut faire tout un tas de belles choses. Et puis, je répondrai à la question après, parce que de toute façon, on arrive à la fin, donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Je voulais juste vous faire partager ça. Je suis qu'un petit poisson dans un immense océan. Aucun hacker ne va s'intéresser à moi. Voilà. Je vous laisserai sur cette jolie phrase, parce que je pense que suite à ce qu'on s'est dit, j'espère vous faire réagir par rapport à ça.